Ok, d'accord. Bon, salut à tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là aussi, Gilles. Ça fait vraiment plaisir de te voir encore. Et ça va être super. Ça va être une énorme conférence, je pense. Euh, alors, pour commencer, je vais vous parler un peu de l'organisation. Donc, la conférence va durer 1 heure à peu près. Et il y aura après 15 minutes, on s'est dit avec Léo, de questions-réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions de préférence en activant votre micro. Comme ça, c'est plus personnel. Ça serait cool. Et voilà. Donc, pour commencer, moi, je voulais vous parler de Sigma Dynamics. Alors, Sigma, c'est un projet qu'on a développé avec Léo pour faciliter l'accès à la chiro vitaliste et au développement personnel au plus grand nombre de chiro et étudiants. Parce que pour nous, c'est hyper important, en fait. Pendant longtemps, on a cherché ce qui animait les chiro à travailler jusqu'à aller en prison pour ça, alors que personne va en prison pour exercer un métier, enfin pour défendre l'exercice d'un simple métier. Et on n'arrivait pas à comprendre avec Léo comment ça se faisait, parce que c'est très fort. Et au final, avec le temps, avec des séminaires, avec des speakers, des mentors qu'on a rencontrés, ils ont réussi à nous transmettre ce que c'était vraiment l'Akiro, à nous faire comprendre tout le pouvoir qu'on avait entre nos mains et tout le pouvoir qu'il y a chaque individu à l'intérieur de lui. Et pour nous, c'est un truc hyper important. On s'est senti responsabilisé enfin, on a senti plutôt qu'on avait Donc, voilà, Sigma, c'est pas mon personnel parce qu'il faut, je pense, tout d'abord se connaître soi-même, savoir qui on est, avoir notre identité propre pour ensuite pouvoir transmettre ça à tout le monde dans notre cabinet. Donc, voilà, je vais laisser continuer Léo, si ça n'a pas coupé. J'espère pas. Vas-y, Non, Léo. c'est parfait. Merci Rodrigo. Ouais, du coup, comme tu disais, comme toujours, tous les intervenants qu'on reçoit avec Sigma Dynamics, avec les séminaires et les confs, c'est des gens qui nous ont personnellement touchés, qui nous ont permis d'évoluer, de trouver quelque chose à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, c'est Gilles Lamarche, du coup, qui nous donne ce plaisir et cet honneur aussi d'accepter cette invitation. Du coup, Gilles, on l'a découvert grâce à une vidéo de Kiris Vitae, du coup, de Jean Romain. Et avec Rodrigo, on s'est regardé, on s'est dit, putain, ce mec, il est extraordinaire, on veut le voir. Et du coup, voilà, chose dite, chose faite. On a eu l'opportunité de te rencontrer, Gilles, au séminaire du Rubicon. Donc, c'était en septembre. C'était un séminaire extraordinaire. Je recommande à tous d'ailleurs. Du coup, on a eu l'opportunité de discuter. C'était génial. Et voilà, tu n'as pas mis longtemps avant d'accepter de venir nous partager ton amour de l'Akiro. J'aimerais, voilà, et qui tu es, Théo, enfin, voilà, Gilles, c'est un grand Kiro qui a eu l'opportunité de voir le pouvoir de la vie quand il n'y a pas de subluxation, de voir des miracles et d'ajuster des centaines de milliers de personnes. Tu es aussi un grand conférencier et voilà, tu es aussi directeur du LIFE. Du coup, voilà, merci beaucoup à tous d'être là. Merci Gilles pour cette conférence et je te laisse démarrer. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je ne parle pas français très souvent. Oui, je suis francophone, je suis canadien, mais j'ai déménagé aux États-Unis en 2006, alors j'ai rarement l'occasion de parler français. Alors, je vais pratiquer avec vous. Ça se pourrait que certains mots ne viennent pas très, très vite parce que mon collège chiropratique aussi a tout été fait en anglais. Alors, par du temps que j'ai terminé mon secondaire, j'ai fait la transition de la langue française à la langue anglaise. Alors, j'ai étudié en anglais à partir de 1972, avant que vous soyez au monde. Et comme je dis, ma pratique chiropratique a pas mal toujours été aussi en anglais. Alors, il y a certains mots qui ne viendront peut-être pas en français. Alors, je vous demanderai de faire la traduction pour moi. Mais j'ai un peu chaud, hein? Je me force à parler français. Puis ma femme est anglophone, mais c'est intéressant. Elle dit à chaque fois que je te vois parler français, elle dit il y a un sourire, ta physiologie change. Tu es donc heureux de parler français. Je dis c'est vrai, je suis toujours heureux de parler français. Puis des fois, je me perds avec certains mots, mais ce que j'ai pensé de faire avec vous ce soir pour vous, cet après-midi pour moi, c'est vraiment de débuter par juste partager mon histoire.
qu'est-ce qui m'a amené à devenir chiropraticien, puis le cheminement que j'ai fait, où est-ce que j'ai vraiment découvert la force de la chiropratique, qu'on appelle en anglais Principled Chiropractic. Chiropratique, la façon que ça a été décrit, si vous voulez, par D.D. Palmer et B.J. Palmer. Alors, j'étais en 9e année, j'avais 12 ans, j'ai sauté 2 années à l'école élémentaire, j'avais quelque chose dans le coco, puis j'ai un prof, un nouveau prof qui a décidé de tirer ma chaise quand j'allais m'asseoir, juste pour une bouffe, hein, juste pour faire plaisir. J'étais à une école catholique de garçons, puis c'était assez fréquent parce que j'étais petit, j'avais au moins 2 ans plus jeune que les autres. I got bullied a lot. Je ne sais pas comment dire ça en français. Anyway, les étudiants, ils me poussaient alentour, comme j'étais à rien, si tu veux, OK? Puis, le prof a décidé de faire la même chose. J'ai tombé sur mon fessier, puis je me suis fait mal au dos. Alors, puis je me rappelle d'avoir été assis, j'avais 12 ans, un petit gars, puis j'ai commencé à pleurer. Puis évidemment, à la fin de la journée, je me suis allé à la maison. Ma mère, la prochaine journée, quelques jours plus tard, elle m'a amené chez le médecin. Évidemment, qu'est-ce que le médecin a fait? Ah, ben, tu t'es fait mal au dos, prends ces pilules. Puis c'est ça que j'ai fait pendant comme 6 mois de temps. Puis j'étais athlète, j'aimais courir, mais là, j'étais rendu au point où je ne pouvais même pas courir. J'avais de la difficulté à marcher à l'école, de la difficulté à courir. Puis une amie de ma mère qui a dit « Pourquoi tu ne l'amènes pas chez un chiropraticien? » Puis ma mère a dit « C'est quoi, c'est un chiropraticien? » Il faut penser, ça fait 53 ans, ça fait longtemps, hein? Personne de ma famille avait été voir un chiro à ce stage-là. Moi, j'arrive chez le chiropraticien avec ma mère, consultation, etc., un examen complet, des radios de ma colonne vertébrale, puis je reviens pour ce qu'on dit en anglais, report of findings, hein, le rapport de découverte, si tu veux. Puis le chiropraticien commence à expliquer la chiropratique, puis il demande à ma mère, est-ce que Gilles a déjà été échappé ou tombé en bas d'une table de change ou échappé sur la tête ou quelque chose comme ça? Ma mère a dit non, pas ce que je sache. Elle dit pourquoi? Le chiropraticien dit ben j'ai découvert des problèmes avec sa colonne vertébrale dans le bas du dos, mais il y a d'autres problèmes plus haut dans le cou et dans le haut du dos entre les épaules qui pourraient causer autres problèmes de santé. Je me rappelle, ma mère a commencé à pleurer un peu. Ma mère elle pesait j'étais le 2e de 5 enfants. J'ai pesé presque 9 livres à la naissance. Ma mère a pesé 75 livres. Okay? Une très, très, très petite dame. Alors, le processus de naissance a été plutôt difficile. Puis, ils ont dû employer les fers pour me sortir de ma mère, si vous voulez. Alors, vraiment, sauver ma mère de sorte, me sauver moi comme un bébé. Mais il y a certains problèmes qui ont été causés par ça. Même quand j'avais des cheveux, parce que j'en ai déjà eu des cheveux, j'ai jamais eu de cheveux ici. Parce que les fers ont déchiré le côté de mon crâne. Puis il n'y a pas une photo de moi avant que je sois capable de m'asseoir seul comme sur le plancher. Alors, si vous êtes dans les premières années de votre programme chiropratique, vous savez qu'un enfant peut s'asseoir seul, sans support, à peu près 6 mois. Alors, il n'y a aucune photo de moi comme bébé. C'est pas normal, hein, que des parents n'aient pas de photos des bébés. Et moi, je n'en avais pas parce que ma mère me dit plus tard, mais c'est parce que j'avais une grosse bosse, j'avais un gros bobo ici. Ça a pris comme 6 mois avant que ça guérisse. Alors, elle partage ça avec les chiropraticiens. Puis le chiropraticien, après ça, mentionne le terme subluxation. Je n'avais jamais entendu le terme subluxation, ma mère non plus, évidemment. Et il y avait sur le mur un chart, comme une grosse photo du système nerveux périphérique puis du système nerveux autonomique. Alors, il a commencé à décrire les niveaux de mes subluxations. Il a commencé avec le symptôme qu'il m'avait apporté chez le chiropraticien, qui était le mal dans le bas du dos. Il y avait la radiographie, il y avait les deux photos, si tu veux, du système nerveux. Puis il commence à expliquer la relation directe entre le système nerveux et la colonne vertébrale. Il part du crâne, descend dans la moelle épinière, explique le système nerveux périphérique,
et après ça, fait une relation entre entre la colonne vertébrale et le système nerveux autonomique. Puis tout à coup, ça clique pour moi parce que je ne vous dirais pas que j'étais un enfant malade, mais je n'ai jamais été bien comme enfant. J'avais toujours des problèmes de digestion, toujours des problèmes de constipation. Je ne me sentais jamais vraiment bien. Alors, il a fait la relation avec les subluxations thoraciques et cervicales en relation avec le système digestif. Puis dans ma tête, je me suis dit, ah, ça fait comme 12 ans que je vais voir les médecins, ils me disent tout ce que j'ai rien, c'est tout dans ma tête. Parce que c'est devant ça, j'avais toujours mal dans mon ventre, puis mon père il disait toujours, ah, c'est juste parce que tu ne veux pas aller à l'école, va-t'en à l'école. Mais j'avais toujours ces douleurs-là dans mon ventre. Alors, je me suis dit, je ne crois pas à ce qu'il me dit, lui, mais s'il me dit qu'il est capable de m'aider à me libérer de mes maux de dos, je vais être un jeune homme déjà heureux. Alors, ma mère et moi, on a décidé que oui, je vais commencer à me faire ajuster. Le chiro commence à m'ajuster, puis je vous dirais, en dedans de quelques semaines, pas en dedans d'une journée ou deux, ou la troisième ajustement. Je suis allé, je pense, après une semaine, je suis allé tous les jours. Après ça, j'y allais 3 fois semaine. Mais en dedans des premières quelques semaines, 3, 4, 5 semaines, pas seulement que mon mal de dos était parti, mais je me suis aperçu que je commençais à digérer mon manger normal, je commençais à avoir des mouvements normaux, je n'étais pas constipé. Alors, j'ai continué à suivre ce qu'il avait suggéré. Puis, probablement, par le 3e mois, là, je dirais que j'étais comme complètement bien. Puis, j'ai eu comme une épiphanie. Je me suis dit, wow, c'est ça la chiropratique? Alors, je me suis assis avec mon chiropraticien, puis je lui ai demandé de me l'expliquer d'une façon plus élaborée encore, parce que maintenant, là, ce qui est important à savoir, c'est que je ne croyais pas en la chiropratique. Et je reconnais maintenant, c'est même pas nécessaire de croire en chiropratique. Si les gens ont des subluxations, vous commencez à corriger les subluxations, il y a quelque chose qui change au niveau physiologique. C'est ça qui m'est arrivé à moi. La physiologie s'est stabilisée, puis mes fonctions organiques se sont normalisées. Alors, je veux savoir, je veux comprendre plus. Alors, mon chiropraticien, il m'a pris en dessous de son aile, si vous voulez, puis j'ai passé un certain montant de temps avec lui pour comprendre de plus en plus qu'est-ce que c'était. Puis je me rappelle que lui avoir dit, quand je grandis, moi, je vais être un chiropraticien. Alors, j'ai fait la décision à l'âge de 12 ans que j'étais pour devenir chiropraticien à cause de mon expérience personnelle avec lui. Après ça, ma mère est devenue patiente, mes sœurs sont devenues patientes, etc. Alors, le chiropraticien, malheureusement, son cabinet a fait faillite. Alors, il est parti de notre petite ville dans le nord de l'Ontario, puis il m'a référé à un autre chiropraticien. J'ai continué à aller chez le chiropraticien à peu près 2 fois par mois. Puis, durant les saisons de sport, quand j'étais plus actif dans le cross-country puis dans la piste et pelouse, souvent j'y allais comme à tous les semaines parce que je voulais être comme super bien. Puis je reconnaissais que quand je me faisais ajuster d'une façon régulière, je performais d'une façon encore plus avancée, ce qui m'est arrivé, ce qui m'a aidé, si vous voulez, à devenir comme athlète de l'année dans ma province. J'ai gagné le 400 mètres, j'ai gagné le 4x4. J'étais vraiment un bon athlète, mais même que je pratiquais, je m'entraînais d'une façon régulière, dans ma tête, c'était toujours la différence que moi, je vivais, c'était l'expérience avec mon chiropraticien. Alors, je suis allé à l'Université de Toronto, j'ai fait un bachelier en biologie, puis je suis allé en chiropratique, j'ai débuté mon collège chiropratique en 1975, j'ai gradué en 1979. Ce que je me suis toujours rappelé, c'est que mon chiropraticien m'avait dit, si tu décides de devenir chiropraticien, promets-moi avant de graduer que tu vas aller, you're going to attend, que tu vas te présenter puis aller au séminaire Parker. Jim Parker, dans le temps, était comme le grand-père de tous les séminaires en chiropratique. Puis, j'ai décidé, durant ma 3e année de chiropratique, d'aller à mon premier séminaire Parker. Puis, à ce séminaire-là, parce que j'avais dit à ma chiropraticien, mais pourquoi je devrais aller là? Personne dit que c'était 20 h mon truc. Ouais, je suis arrivée 10 minutes en retard. Je ne sais pas qui parle maintenant, là, mais
J'ai dit à mon chiropraticien, pourquoi est-ce que je devrais aller là? Il dit, bien, c'est là qu'ils vont te montrer à devenir un vrai succès en chiropratique. J'ai dit, mais est-ce qu'ils ne me montreront pas ça à l'école? Il dit, bien non. Il dit, le but de l'école, c'est de faire certain que tu apprennes tout ce que tu dois apprendre pour être capable de passer tes examens finaux, puis d'avoir une licence pour pratiquer. Il dit, c'est pas l'école qui va te montrer à devenir un succès en pratique. Je dis, OK. Fait que moi, j'ai juste suivi ce que mon mentor m'avait dit. Puis je suis allé, comme je dis, à mon premier Parker Seminar. Puis je suis allé 3 fois avant d'entrer en pratique. J'ai débuté ma pratique au mois de juillet en 1979. Puis, en dedans d'une très, très courte période, j'avais un cabinet qui était complètement plein. Je veux dire, comme des centaines, puis des centaines, puis des centaines de personnes par semaine. C'était presque ridicule. Je travaillais comme 12 heures par jour parce que je n'étais pas encore superbe dans ma façon de fonctionner ou même dans mes ajustements, mais je devenais de mieux en mieux. Mais par la première année de ma pratique, là, je voyais au-delà de 800 personnes par semaine. Puis, je me rappelle la première fois que j'avais entendu un chiropraticien dire qu'il pouvait avoir 100 patients par jour, 3 jours par semaine, j'ai dit, ça, c'est un vrai fraude. Je me suis dit, c'est impossible de donner un bon service en voyant tant de gens comme ça. C'était ce que moi, je pensais. Mais tout à coup, voilà, moi, dans mon cabinet, une personne après l'autre, où je suis devenu de plus en plus efficace dans ma façon de fonctionner. Puis les gens venaient par référence. Puis j'étais dans une petite ville, j'ai passé 5000 cartes d'affaires face à face durant ma première année de pratique. C'est vraiment ça que j'ai fait là, comme mon marketing, si vous voulez. J'ai rencontré plusieurs gens, puis les gens venaient tous à mon cabinet par référence, tout le monde par référence. Alors, j'ai bâti ce cabinet-là, puis au bout de 5 ans, dans cette petite ville de comme 5000 personnes, dans le nord de l'Ontario, appelé Hearst, Ontario, je me suis dit, hey, je suis rendu fatigué. C'est pas facile de voir tant de gens que ça. Alors, j'ai décidé de vendre mon bureau. Puis, par ce temps, j'avais 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Le garçon n'est pas petit aujourd'hui, 38 ans et chiropraticien lui aussi. Puis, on a décidé de déménager dans notre ville natale, qui était à peu près à 2h30 de là. Puis, j'ai pris quelques mois de vacances. Ma sœur s'est occupée de nos 2 enfants. Puis, on a fait un voyage de 6 semaines en Europe. Puis, on s'est reposé. Puis, je suis revenu. Puis, je me suis dit, jamais que je verrai tant de gens comme ça dans mes prochaines années. Alors, j'ai décidé d'ouvrir un autre cabinet dans ma petite ville de Timmins, une ville de 43 000 personnes. J'ai débuté ce cabinet-là le 4 octobre en 1984. Puis, la semaine de Noël, j'ai ajouté au-delà de 250 personnes. Encore fait exactement la même chose. J'ai juste rencontré des gens, je donnais ma carte, je disais, tu sais, je suis Dr. Gilles Lamarche, je suis un nouveau chiropraticien en ville, mon bureau est à telle place. Si jamais je peux vous servir, ça me ferait plaisir de vous servir. Puis je laissais ma carte. C'était mon marketing, période. J'ai dépensé pas un sou sur des annonces, etc., mais j'ai bâti plusieurs bonnes relations, si vous voulez. Et alors, j'ai bâti ce cabinet-là de la même façon. Dans d'1 an encore, j'étais dans les centaines de personnes. J'ai dit, bien, ça doit être ça que je suis supposé faire. Puis oui, durant un certain temps, j'ai engagé quelques associés, mais j'ai toujours trouvé que je travaillais très bien seul avec une équipe qui était absolument extraordinaire. J'avais des assistantes absolument extraordinaires. J'ai passé les prochaines 20 années à vraiment juste éduquer les gens sur la valeur de la chiropratique. Puis mon histoire est simple, la façon que j'éduquais les gens. Puis je vais essayer de vous le dire, de vous le compter en français, là. Et quand je commençais une conversation avec les gens, je disais, si vous pensez, regardez en arrière, qu'est-ce que votre professeur à l'école secondaire vous enseignait était le système le plus important dans le corps humain? C'était la première question que je posais aux gens. Puis,
Écoutez la question. D'après vous, qu'est-ce que vous vous rappelez que votre professeur vous disait était le système le plus important? Le système le plus important, quand je pose cette question-là, c'est 9 fois sur 10 ou peut-être 99 fois sur 100. La réponse, ce n'est pas un système, c'est le cœur. La majorité des gens, à l'extérieur certainement à l'extérieur de vous, qui reconnaissez le système le plus important, pensent que le cœur, c'est une partie du système le plus important. Alors, je pose cette question-là en premier, puis après ça, je dis, bien, c'est vrai, c'est probablement ce que votre professeur vous enseignait. Alors, il faut toujours penser, la façon qu'on demande la question, vraiment la façon qu'on répond à une question dépend de la façon qu'on pose la question. Et quand on commence une relation avec quelqu'un, on ne veut jamais leur dire, ben non, 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 c'est pas ça. Alors, je ne disais pas, qu'est-ce que toi tu penses, c'est le système le plus important, parce que j'aurais été obligé de dire, bien non, Léo, c'est pas ça, c'est le système nerveux qui est le plus important. Mais on pense à la façon qu'on pose la question pour qu'on puisse répondre à la question d'une façon positive pour la personne. Alors, je disais, oui, c'est vrai, c'est probablement ce que votre professeur vous a montré. Est-ce que je peux vous poser d'autres questions? Alors, les gens, ils disent toujours, ben oui. J'ai dit, je m'imagine que hier soir, tu t'es couché et tu es tombé endormi. Les gens disent, ben oui, je me suis couché, je suis tombé endormi. C'est ça que les gens font le soir. Hein? J'ai dit, mais tu t'es réveillé ce matin, ton cœur battait encore. Qu'est-ce qui a dit à ton cœur de battre? Les gens disent, je ne sais pas. J'ai dit, mes prochaines questions, est-ce que tu fais de l'exercice de temps à autre? Les gens, la majorité des gens disent, ben oui, tu sais, je vais prendre des marches, je fais ci, je fais ça. D'autres gens vont dire, ben oui, je fais du CrossFit, je fais de la course, je fais du vélo, etc. Je disais, est-ce que tu t'es déjà aperçu que quand tu fais de l'exercice, ton cœur commence à battre beaucoup plus vite, tu respires plus fréquemment et tu commences à sweat. Comment, Léo, aide-moi avec ça, là? Tu commences à transpirer. Perspire. You start to sweat. Transpirer, merci. Tu commences à transpirer. Les gens disent, ben oui, je me suis déjà aperçu de ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui dit à ton corps de faire ça? Et la réponse normale, c'est, je ne le sais pas. Les gens ne le savent pas. Alors, ma prochaine question, je dis, qu'est-ce qui est dans ça? Les gens me regardent et disent, ben mon cerveau. Je dis, bien oui. Qu'est-ce que ton cerveau contrôle? Réponse. Numéro 1, réponse, c'est quoi? Tout. Alors, les gens reconnaissent que le cerveau contrôle tout ce qui se passe dans leur cœur, mais n'ont aucune idée comment le cerveau communique avec le restant du corps. Alors, notre travail comme chiropraticien, chiropratienne, c'est de les éduquer à ce niveau-là. Alors, dans mon cabinet, dans chaque salle où j'étais pour interagir avec des gens, j'avais la photo du système nerveux périphérique et du système nerveux autonomique, puis c'est là que je faisais tout. C'est là que je faisais tout mon enseignement, avec 2 grosses photos. C'est tout. Puis les gens disaient, ah, wow, c'est facile ça, ça ne semble pas très complexe. Et alors, quand je débutais une consultation avec un nouveau patient, je posais exactement les mêmes questions. Oui, il avait déjà rempli un formulaire, etc., mais je posais ces questions-là. Alors, je rentrais dans la salle, après avoir révisé le questionnaire qu'il avait rempli, j'aurais fait quelques notes parce que les gens, d'habitude, arrivent avec un symptôme de quelque sorte ou plusieurs symptômes, et ils viennent vous voir parce qu'ils ont un problème. Hein? La majorité des gens, c'est très rare que j'ai eu un patient qui vient à mon cabinet, moi, dire « Ah, bien, docteur Lamarche, je suis venu parce que je pense que j'ai peut-être des subluxations, puis je voudrais que mon système nerveux fonctionne à son optimum, que je sois en meilleure santé possible. » C'était plutôt rare. Peut-être une ou deux personnes qui m'ont dit ça quand ils sont venus me voir parce que c'était des gens qui étaient référés d'un chiropraticien, puis ils déménageaient à ma ville. C'était le seul temps. Parce que la majorité des gens viennent avec des symptômes. Alors, moi, quand j'entrais dans la salle, j'avais des phrases particulières qui me touchent au cœur, parce que moi, j'aime connecter avec les gens. J'aime savoir j'aime que les gens sachent que je les ai écoutés, qu'ils vont être bien chez nous, qu'ils vont recevoir des bons soins et qu'on va porter attention à qui ils sont puis qui sont leurs membres de leur famille. Alors, j'entrais dans la salle
parce qu'une question que mon assistante avait fait certain de demander, c'est toujours qu'est-ce que vous préférez qu'on vous appelle? Donc, je vois des noms Roland, Natacha, Lucie, Alex, Jean-Pierre. Je vois des noms ici sur l'écran, mais il y en a d'entre vous qui ont vous avez votre nom ici, mais c'est peut-être pas ça que vous préférez. Peut-être que vous avez un surnom que vos amis vous appellent quelque chose de particulier, puis c'est ça que vous préférez. Alors, nous, on demandait qu'est-ce que vous préférez qu'on vous appelle. Alors, Janet, mon assistante, elle écrivait le nom. Si c'était Léo, que Léo préfère se faire appeler Léo, ou peut-être il veut se faire appeler Monsieur Humbert, mais elle mettait ça avec en jaune, avec un highlighter, hein, ou elle encerclait avant qu'on ait des highlighters. Puis, alors, je savais déjà qu'est-ce que la personne préférait qu'on les appelle. Alors, j'entrais dans la salle, je dirais, tu sais, on va dire Léo ici puisque tu es la personne qui m'a invité. Pour dire bonjour Léo, je suis Dr. Lamarche. Je suis honoré. Pensez à ça, là. Je suis honoré que vous m'avez choisi pour être votre chiropraticien familial. C'est important pour moi parce que, première chose, j'étais honoré que quelqu'un m'aurait choisi moi parce qu'ils ont des choix partout. Alors, j'étais honoré, mais je voulais aussi que les gens reconnaissent que mon but, c'était pas seulement de prendre soin d'eux, mais c'était de prendre soin de leur famille entière. Hein? Alors, je dirais, je suis honoré que vous m'avez choisi pour être votre chiropraticien familial. Après ça, j'aurais dit, dépendant de la personne qui les avait référés, comme je disais que presque 100% des patients m'ont été référés. Mais je reconnais ici que Nicolas Petit vous avez référé. Nicolas, c'est un patient extraordinaire, une super bonne personne. Puis je vais faire certain de le remercier pour vous avoir référé. Puis je vous demanderai de faire la même chose. Est-ce que vous pouvez remercier Nicolas de vous avoir référé? Puis la personne disait toujours, bien oui, je vais faire ça certain. Après ça, je disais, merci d'avoir rempli votre formulaire. Je reconnais qu'on doit discuter ce qui vous a apporté ici, mais avant qu'on discute ceci, donnez-moi l'opportunité de vous expliquer comment on fonctionne dans notre bureau. Les gens disaient toujours, OK. C'est là que je prenais la ligne, puis je posais les questions que je vous ai posées tout à l'heure. Puis j'employais toujours leurs symptômes que je savais. Disons que la personne avait présenté parce qu'il avait mal dans le bas du dos, il y avait une douleur dans leur jambe à gauche, puis il pensait que c'était une sciatique, par exemple. Et j'expliquerai exactement, quand j'arrive à expliquer ce qui se passe à partir du cerveau et comment le cerveau communique avec le restant du corps, j'expliquais cerveau, moelle épinière, les nerfs rachidiens, etc. Là, j'arrêtais dans la région lombaire. Puis je disais, puisque vous commencez à comprendre comment le cerveau communique avec le restant du corps, est-ce que ça fait du bon sens pour vous que s'il y a un problème dans cette région ici de votre dos, que ça peut affecter le système neurologique et alors causer la douleur que vous avez présentement dans votre jambe? Les gens disent oui, ça fait du bon sens, ça. Et automatiquement, après ça, une fois que j'ai leur oui, j'employais la charte du système nerveux autonomique. Là, je démontrais comment, où c'est les nerfs qui contrôlent la jambe ou la région de la colonne vertébrale qui donne source aux nerfs qui contrôlent la jambe, donnait aussi source aux nerfs qui contrôlent les organes sexuels, par exemple, ou le système d'élimination, etc. La vessie, pour que les gens comprennent qu'il y a un lien. Puis aussitôt qu'on fait le lien, si les gens ont quelques problèmes organiques de sorte, la lumière allume. Puis le patient dirait, « Oh, wow! Est-ce que c'est possible que ce qui cause ma douleur dans le dos et ma douleur de jambe peut avoir un effet sur… » Là, tout à coup, il énumérait d'autres symptômes qu'ils n'avaient même pas décrits sur leur formulaire d'inscription parce qu'ils n'avaient jamais fait le lien. J'étais la première personne qui les aidait à faire le lien entre une douleur physique et le fonctionnement physiologique de leur corps, exactement comme mon chiropraticien avait fait avec moi à l'âge de 12 ans. Et je vous garantis qu'une fois que le lien est fait, ce n'est pas nécessaire de vendre la chiropratique.
mon chiropraticien n'a pas été obligé de me vendre la chiropratique. Il m'a expliqué ce qu'il pensait qui était le problème, il m'a expliqué ce que lui pensait pouvoir faire et m'a fait comprendre que mon corps avait une intelligence innée qui me donnerait l'occasion de guérir si l'interférence était corrigée. C'est la façon que j'ai appris la chiropratique de mon chiropraticien. C'est la façon que j'ai éduqué au-delà de 15 000 nouveaux patients dans mes 25 années, dans mes 25 années de pratique active. Et alors, deux questions qu'on me pose souvent, moi, c'est comment c'est possible d'être aussi engagé, d'être aussi excité, d'être aussi heureux, d'être aussi joyeux d'être chiropraticien quand ça fait 41 ans que tu as gradué, que tu es aussi excité que tu l'étais l'année ou la journée que tu as gradué? Ma réponse à ça, c'est toujours, c'est facile. Je suis en vie à cause de la chiropratique, j'ai de la santé à cause de la chiropratique. J'ai un fils de, maintenant, Christopher, 35 ans. J'ai un fils de 35 ans qui était aveugle, qui a la vision à cause de la chiropratique. J'ai vu des milliers et des milliers de patients devenir retrouver leur santé par les soins chiropratiques. Qu'est-ce qu'il y a de ne pas être excité? Hein? C'est une question qu'on me pose souvent. Puis l'autre question qu'on me pose souvent, c'est si tu avais une pratique so successful, pourquoi est-ce que tu ne pratiques plus? Alors, je vous donne la réponse à ça. Ça, c'est une autre histoire. Comme je vous ai dit, j'ai toujours aimé courir. Puis, moi, je préfère toujours courir dans la nature. Je ne peux pas vraiment courir sur le ciment ou l'asphalte. Si je peux courir en nature, les arbres, juste ce que tu peux sentir, puis la joie d'être en nature, là, je courais toujours dans la nature. Alors, au printemps de l'année 2000, j'ai découvert que j'avais de la difficulté à courir, j'avais de la difficulté à respirer quand je courais. Puis, ça s'est passé pendant une semaine ou deux ou trois, puis finalement, je me dis, j'ai assez de misère à respirer quand je cours. Je dois être allergique à quelque chose. Alors, j'ai arrêté de courir. J'ai essayé de découvrir si j'étais allergique à quelque chose que je mangeais, etc. J'ai eu aucune réponse, mais si je ne courais pas, je n'avais aucune difficulté à respirer. Alors, j'ai arrêté de payer attention à ça. Puis au printemps de 2003, une de mes assistantes, Micheline, elle vient à l'arrière pour me voir, puis elle met ses deux mains sur mes épaules. Elle me dit, Doc, j'ai assez peur que tu meurs devant moi. J'ai dit, quoi? Tu dis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle dit, écoute-toi respirer. Elle dit, tu as de la difficulté à respirer. Elle dit, je veux pas je veux pas manquer de respect vers toi, mais je dois te dire quelque chose. Dans les derniers 6 mois, tu as vieilli de 10 ans. Tu n'es pas bien, tu dois avoir quelque chose qui ne va pas bien. Va chez le médecin, figure quelque chose, fais quelque chose. J'ai vraiment peur que tu meurs devant moi. Évidemment, je suis un homme. J'ai dit, non, énerve-toi pas avec ça, je suis correct. Je reconnais que je dois être allergique à quelque chose. J'essaie de découvrir si je suis allergique à quelque chose que je mange, etc. J'avais une super belle grande maison, j'avais une piscine intérieure, la maison était toujours propre, mais j'ai engagé une compagnie qu'on appelle Eco-Friendly, une compagnie de nettoyage, si vous voulez, qui n'emploie aucun produit chimique. Et ils ont monté dans les étages, si on avait des plafonds de comme 4 mètres de haut, 5 mètres à certaines régions. Ils ont tout nettoyé la maison en grandeur. Ils ont vidé la piscine. Ils ont nettoyé tous les tuyaux de chauffage. Ils ont fait tout ça. Ça n'a changé absolument rien. J'avais encore de la difficulté à respirer. Puis, évidemment, Micheline étant beaucoup plus brillante que moi, elle décide d'appeler un de mes amis qui est médecin. Puis, mon ami Barry m'appelle ce soir-là. Puis, il dit, Gilles, il dit, si j'avais fait une promesse à quelqu'un, puis tu étais la seule personne qui pouvait m'aider à accomplir ma promesse, est-ce que tu ferais ce que tu peux pour m'aider? Ben, absolument, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Il dit, good, je te vois dans mon cabinet demain à 4 heures. Clic, il accroche le téléphone. C'était dans le temps qu'on avait des téléphones sur le mur. C'était pas de cellulaire, hein? C'était en 2003. Alors, je me suis présenté au cabinet de mon chum, mon ami. Puis, c'est une longue histoire que je vais raccourcir. J'ai été diagnostiqué avec une condition terminale
qu'on appelle Primary Pulmonary Hypertension. Hypertension pulmonaire primaire, je pense que c'est la façon qu'on le dirait en français. Et aussi que j'avais un cardiomégalie, que mon cœur avait augmenté en grosseur de 2,5 fois le normal. Alors, la seule chose qu'on m'a recommandé, mon médecin, mon ami, comme je dis, mon médecin, puis tous les cardiologues, puis les spécialistes que j'ai vus après lui, qui ont communiqué ensemble, c'est que pour survivre, que je devrais avoir une transplantation pulmonaire double et cardiaque. Et la seule chose qu'ils m'ont offert, ça c'est mon meilleur ami. Mes enfants, dans leur trentaine, l'appellent encore aujourd'hui mon oncle Barry. Ses enfants m'appellent encore mon oncle Gilles. Alors, tu sais, un ami, on n'est pas famille, mais on n'est pas famille, mais on est famille. Ami à cette profondeur-là. Puis il me dit, Gilles, tu dois signer ce formulaire pour me donner l'autorisation de mettre ton nom sur la liste de transplantation. Parce que si tu ne fais pas ça, dans 2 ans, tu vas être mort. Puis je ne veux pas laisser, lui, il appelle toujours mes fils, puis ma fille, sa nièce et ses neveux. Il dit, je ne veux pas laisser mes neveux et ma nièce sans leur père. J'ai dit, ça, c'est ridicule. Alors, j'ai fait de la recherche sur la condition, de l'hypertension pulmonaire. J'ai fait de la recherche sur la transplantation pulmonaire et cardiaque. Ce que j'ai découvert, c'est que, oui, c'était vrai que j'avais peut-être 2 ans au moins à survivre si je ne faisais rien. J'aurais peut-être 5 ans à vivre une vie plutôt boring, comme on dit en anglais, pas très active, si vous voulez, si je décidais d'avoir une transplantation. Alors, j'ai fait la décision de ne pas suivre la recommandation de transplantation. Je me suis assis avec mes enfants. J'étais parent unique par ce temps-là. Je me suis assis avec mes enfants puis j'ai dit, voilà ce qu'on vient de me dire, voilà ce que je préfère. Puis je me suis dit, si c'est ma destinée, que ma vie soit finie, je suis correct avec ça. J'ai vécu une super belle vie, j'ai eu une belle carrière, j'ai eu une super belle famille, j'ai fait toutes sortes de choses que je voulais faire, toujours actif, toujours on the go, comme on dit en anglais, puis à servir des milliers et des milliers de gens. J'ai eu un grand plaisir. Alors, si ma vie est terminée, ma vie sera terminée. Alors, mes enfants ont dit, papa, on va respecter ce que tu décides. Évidemment, si tu n'es pas mourir, tu vas nous manquer, mais on va respecter tes vœux à toi. Alors, le 14 avril en 2004, j'ai pris ma retraite. J'avais 49 ans. J'ai pris ma retraite. Je me suis tourné à la maison pour faire mes préparatifs finaux. Je vous dis, par ce temps, j'avais de la difficulté à marcher 20 mètres. J'avais de la misère à monter une escalier de 10 marches. J'étais, durant les heures d'interaction avec mes patients dans mon cabinet, je devais mettre du Ventolin dans mes poumons à peu près à tous les 30 minutes. Absolument horrible. La sensation, je voulais comme déchirer ma peau et ça me donnait l'habilité de respirer assez pour être capable de prendre soin du prochain groupe de patients. Jusqu'à temps que je trouve quelqu'un pour prendre mon cabinet. Alors, j'ai découvert, il y avait une jeune dame qui avait gradué du collège chiropratique à peu près 5 ans. Avant ça, elle avait pratiqué à Toronto et était prête à se marier avec un autre jeune chiropraticien. Puis les deux avaient pratiqué dans des pratiques comme plus rehab, réhabilitation. Et elle était native de ma ville natale à moi aussi, Timmins. Puis elle était intéressée à venir vivre dans le Nord. C'est un style de vie plutôt lent, dans la nature, beaucoup de lacs, beaucoup de froid aussi par contre. Mais elle voulait revenir parce que ses parents demeuraient encore là. Alors, ils ont décidé d'acheter mon cabinet, puis j'ai passé 1 mois avec eux pour faire la transition et je les ai vraiment éduqués sur l'aspect vitalistique de la chiropratique parce que mon bureau, c'était ça. J'avais des patients, plus qu'1 tiers de mes patients, quand j'ai pris ma retraite, se faisaient ajuster dans mon bureau pour 5 ans ou plus. Alors, la majorité des gens restaient. J'étais rendu à un stage pendant les dernières quelques années que j'avais même plus le temps de prendre des nouveaux patients. Alors, si tu n'étais pas le fils ou la fille ou l'époux d'un de mes patients,
je suis envoyé ailleurs parce qu'on n'avait pas le temps de voir d'autres gens. Alors, j'ai passé ce temps-là avec eux, puis je me suis allé à la maison, j'ai fait des choses que les gens font quand ils savent d'avance que leur vie va être raccourcie. Alors, j'ai planifié ma funéraille, j'ai choisi les chansons que je voulais qu'on chante parce que moi, je voulais que ça soit un party. OK? Célébrer la vie que j'ai vécue une vie extraordinaire, célébrer, puis j'avais même mis 10 000 dans un compte séparé pour le party. Like, j'ai dit, mes enfants sont pas obligés de chercher de l'argent. Les trois étaient tous au collège dans le temps, mais j'ai tout mis de côté, tout était réglé. Comme je dis, même choisir mon cercueil, j'ai tout fait ça. Puis, le 15 mai, 31 journées plus tard, je me suis réveillé après une nuit de sommeil, puis je me suis dit, les mots qui m'ont venu à le dire, en anglais, on dit, like, you're an idiot. Tu sais, t'es un maudit fou. T'es un maudit fou parce que ça fait 25 ans que tu prêches la valeur de la chiropratique pour une santé extraordinaire. Il doit y avoir certainement quelque chose de grave avec ta colonne vertébrale et ton système nerveux. Puis, après ça, je dis, bien, non, ça ne se peut pas que j'ai quelque chose de mal avec ma colonne vertébrale, mon système nerveux. Je vois un chiropraticien, d'après tout, à tous les semaines ou 2. Et c'était la troisième pensée qui m'a vraiment réveillé. Parce que la troisième pensée, c'était, ah, mais tu n'es pas membre d'aucune pratique. Tu vois un ami ici et là, tu vois un chum quand tu vas dîner avec lui ou tu vas dîner avec elle, tu vas à leur bureau, ils viennent à ton bureau, il n'y a pas personne qui a fait un examen complet de ton système nerveux, de ta colonne vertébrale pendant au moins 20 ans, aucune radiographie de ta colonne vertébrale, aucun scan de ton système nerveux pendant au moins 20 ans. Maudit fou, hein? Maudit fou. Moi, les membres de mon cabinet recevaient des meilleurs soins que moi. Mes enfants recevaient des meilleurs soins que moi. J'étais peut-être comme le plombier qui a les robinets qui coulent toujours. Hein? On prend pas soin de soi en premier lieu. Quand tout ce bruit-là a arrêté dans ma tête, je me suis dit, oh mon Dieu Seigneur, je dois faire un rendez-vous tout de suite, puis aller voir un chiropraticien comme mon chiropraticien ou ma chiropraticienne, choisir quelqu'un. Alors, j'ai appelé mon ancien cabinet, j'ai appelé mon assistante qui était la gérante du bureau. J'ai dit, Janet, je veux faire un rendez-vous comme nouveau patient. À part à rire, je la connaissais depuis l'école secondaire. Elle me dit, Gilles, tu reçois des soins chiropratiques depuis tes 12 ans. J'ai dit, Janet, c'est qui mon chiropraticien depuis les derniers 25 ans? Elle dit, oh my gosh, tu n'es pas membre dans aucun cabinet. J'ai dit, non, je ne suis pas membre dans aucun cabinet. Je dois être membre dans le cabinet. Alors, elle a dit, OK, elle fait un rendez-vous. Encore une longue histoire, hein? Mais on découvre que ma colonne vertébrale paraissait assez bien. Par contre, des problèmes majeurs, des subluxations majeures entre C7 et T4. OK? Tu n'as pas besoin d'être à la fin de ta carrière chiropratique pour reconnaître que l'aspect neurologique qui contrôle le cœur et les poumons sort de la colonne vertébrale entre T1 et T4. Alors, j'ai commencé à avoir des soins réguliers, 5 jours semaine. Je me suis fait ajouter à tous les jours pendant, je ne me rappelle même pas, 6, 8 semaines, certains. Mais au bout d'après 8 semaines, là, je commençais à voir que ma santé améliorait comme énormément. Je pouvais marcher, je pouvais monter un escalier pour à la course, mais je n'étais pas obligé d'arrêter à la 3e ou la 4e marche puis essayer de prendre mon souffle. Au bout du 3e mois, j'avais un rendez-vous chez le cardiologue qui essayait toujours de me convaincre de mettre mon nom sur la liste pour une transplantation pulmonaire et cardiaque. Puis, j'arrive à son cabinet. Puis, la première chose qui se passait, d'habitude, quand j'allais là, il faisait un échocardiogramme. Puis, lui, il revenait avec le résultat de l'échocardiogramme. Il disait, Gilles, tu rempires. Tu devrais vraiment mettre ton nom sur la liste parce que tu vas mourir si tu ne fais pas quelque chose. Alors, cette journée-là, après que son assistante avait fait le cardiogramme, il rentre dans la chambre et il dit, il semble avoir un problème avec notre machine, notre échocardiogramme. On a un deuxième, mais le deuxième
des rendez-vous jusqu'à 4 heures. Est-ce que tu pourrais revenir à 4 heures qu'on fasse un deuxième échocardiogramme sur notre autre machine? Je dis, bien oui. Il ne me pose absolument aucune question. Il ne me demande pas si je suis mieux, qu'est-ce qui se passe, absolument rien. Je dis, OK. Alors ça, c'était à Toronto. Alors, j'ai marché à l'hôtel, j'étais à peu près à 3 km de l'hôtel. Puis, le rendez-vous avant, 3 mois au préalable, le chauffeur de taxi avait été obligé de m'aider à monter les escaliers pour entrer dans le cabinet du cardiologue. Cette fois, j'avais marché à peu près 3 km de l'hôtel. J'ai remarché pour retourner à l'hôtel. J'ai pris une petite sieste. J'ai dîné. Je suis retourné à 4 heures, encore à pied. Son assistante fait le cardiogramme, l'échocardiogramme, excusez. Puis il rentre avec les deux résultats et dit, je pense qu'on a fait une erreur dans notre diagnostic. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que ces deux cardiogrammes-là démontrent que tu t'améliores. Plutôt que d'avoir une mesure de 54 mg de mercure de pression, le normal c'est 15, moi j'avais 54, il dit, excusez, j'avais 57, il dit, tu es maintenant à 27. Alors j'avais amélioré de 57 mm de mercure de pression négative entre mes poumons et mon ventricule droite. Puis maintenant, 3 mois après me faire ajouter presque tous les jours, j'étais diminué à 27. Alors, j'ai eu une très longue discussion avec lui quand je lui ai expliqué la seule chose que j'avais changé, c'est que je me faisais ajuster tous les jours. Je n'avais pas changé ma pratique de méditation, je n'ai pas changé ma pratique de prière, je n'ai pas changé ce que je mangeais. Oui, je me reposais plus, mais ce que j'avais vraiment changé, c'est que j'étais chez le chiropratien d'une façon journalière et par ce temps-là, 3 mois, je m'étais fait ajuster au moins, je ne sais pas, 70, 80 fois peut-être. Je m'étais fait ajuster beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, peut-être pas tant que ça. Attends, mais laisse-moi penser là. 5 fois semaine, 20, 40, probablement une soixantaine de fois. 50, 60 fois, je m'étais fait ajuster. Alors, on a eu une très longue discussion. J'ai parti de son cabinet. Je vais dire, dans d'un an, ma pression pulmonaire était normale à 15 mm de mercure de pression. Ma cardiomégalie, je ne sais pas comment on dit ça en français, si on dit cardiomégalie, mais si c'est ça, cardiomégalie n'était plus existante, mon cœur retourné. Même j'en ai fait 2 hier. J'avais pas grand-chose à faire hier. J'ai fait ma course hier matin, puis à la fin de la journée, je pense vers 4 heures, 16 à 17 heures, j'ai fait la course encore avec mon épouse. Alors, je suis en santé extraordinaire, mais j'ai ce qu'on appelle je pense qu'on dit ça en français, une déformité plastique à T2. Alors, il y a une dégénération du corps de la vertèbre à T2 qui cause que je peux avoir des subluxations à cette région-là d'une façon très facile. Quand je suis subluxé, j'ai cette sensation, si vous voulez, dans ma poitrine et j'ai un peu de difficulté à respirer. Alors, je suis ici le chiropratien à tous les 2 semaines et j'évite de faire les choses qui me causent de la difficulté. Ajuster side posture ou même faire un thrust comme ça ici, là, ça me met une pression. Alors, j'ai fait la décision de ne pas retourner en pratique. Même qu'après 1 an, comme en 2005, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire le restant de ma vie? J'ai 50 ans, il faut que je fasse quelque chose, je vais retourner en pratique. Je ne peux pas retourner dans la pratique où j'étais parce que j'ai vendu mon cabinet. Ce ne serait pas honnête d'ouvrir un bureau dans cette petite ville parce que le potentiel, c'est que plusieurs de ces patients-là voudraient revenir me voir. Alors, je vais regarder à ouvrir un bureau ailleurs. J'ai pensé à ça pendant une semaine. Puis, mon fils Jason, il était à la maison pour l'été, ayant fini son bachelier en biologie. Puis, ses meubles étaient dans le garage. Moi, un garage, ce n'est pas fait pour des meubles, c'est fait pour des autos. Je suis un amateur d'autos, puis moi, mon garage est super propre, puis c'est là que je stationne mes autos. Mais Jason avait mis ses meubles. Alors, j'avais, en anglais, on dit un loft dans mon garage, comme un plancher plus élevé. Puis, j'ai décidé que j'étais pour mettre ses meubles.
mais je n'avais pas d'escalier. Il fallait que je monte dans un escabeau pour mettre ça. Alors, je prends la partie inférieure de son lit, la partie qui est rigide, puis je réussis à mettre ça, c'était près de 12 pieds. Près de 12 pieds. C'est presque, quoi, 3,5 m à peu près de hauteur. Puis je réussis à le pousser, puis j'ai réussi à le pousser jusqu'en haut. Mais là, je prends le matelas, puis j'essaie de faire la même chose. Le matelas, c'est un peu plus mou, j'avais de la difficulté. Alors, plutôt que de prendre l'escabeau, j'ai un escabeau comme de 4 mètres qui est accroché sur le mur, mais j'ai un autre escabeau de 2 mètres qui est juste appuyé là. Je prends l'escabeau de 2 mètres, puis je monte l'escabeau, puis sur la partie supérieure de l'escabeau, c'est écrit « Do not step », en voulant dire « Ne mets pas ton pied sur la dernière marche ». Alors, j'ai un pied, mon pied gauche sur l'avant-dernière marche, je mets le pied droit sur la dernière marche, le haut de l'escabeau, puis je pousse le matelas. En poussant le matelas, l'escabeau a fait ça ici. Moi, mon corps est maintenant horizontal. L'escabeau tombe comme ça. Moi, j'ai atterri sur l'escabeau. Je me casse 6 côtes. 6 fractures franches. La 7e, 8e, 9e, directement à la colonne vertébrale, avec une séparation de 1,3 cm. Alors, à l'hôpital, évidemment, hein, là, je ne peux vraiment pas respirer. L'ambulance à l'hôpital, ils décident de me mettre dans un coma médical pendant 2 jours. Ils m'endorment pendant 2 jours parce que j'étais incapable de respirer. Puis, j'ai passé les prochains 3 mois à peu près au lit pour aider la guérison. Puis, durant ce temps-là, j'ai vraiment eu l'occasion de penser, de réfléchir à mon futur, si vous voulez. Puis c'est là que j'ai dit, il doit y avoir une réponse différente que la réponse que je m'étais mis dans la tête, qui était de retourner en pratique. Puis c'est après ce temps-là que j'ai découvert que j'avais la déformité plastique. Puis je me suis ouvert à des possibilités. J'adore être chiropraticien. Je vis la chiropratique, je la vis à tous les jours. Comme je disais, mon fils aîné est chiropraticien, son épouse est chiropraticienne, mon épouse est chiropraticienne. Je vis la chiropratique de bord en bord. Puis j'étais conférencier. Une des organisations qui m'engageait de façon régulière, c'était Parker Seminars. Puis Dr. Jim Parker avait été mon mentor principal jusqu'à l'année de son décès en 1997. Alors, le président du jour m'appelle et me dit « Est-ce que tu peux venir m'aider à Dallas avec un projet particulier? » Je dis « Oh, moi, je viens du Nord. Je ne serais jamais capable de demeurer dans la chaleur des 37, 40, 42 degrés centigrades. Je ne sais pas si je serais capable de vivre ça, mais j'ai dit, je serais prêt à aller t'aider durant l'hiver. Puis il m'appelait au mois d'octobre. J'ai dit, je serais prêt à te donner 3 mois de mon temps. Alors, je suis allé à Dallas comme volontaire pour aider. Il n'y avait aucun budget pour me payer. J'ai dit, ben, je n'ai pas vraiment besoin de me faire payer. Puis ça donnait que mon fils aîné avait débuté ses études à Parker pour devenir chiropraticien. Alors, je me suis dit, j'ai l'occasion de passer quelques mois avec mon fils aîné. On va avoir du plaisir ensemble. Puis j'ai sauté dans mon auto. Puis j'ai descendu à Dallas. Puis je me suis vraiment habitué. J'ai adoré le projet. Puis ils ont décidé de m'engager. Puis j'ai devenu vice-président à Parker. J'ai passé 6 ans à Dallas. J'ai pris ma retraite de Parker en 2012. Puis après ça, j'ai été recruté ici à Life University en Géorgie en 2013. Alors, je suis vice-président d'avancement de l'université ici depuis 2013. Alors, mon histoire est simple, puis peut-être la partie la plus importante de ce que je partage avec vous dans le temps que j'ai eu avec vous aujourd'hui, c'est si vous n'êtes pas membre d'un cabinet particulier, si vous ne faites pas de rendez-vous pour vous faire examiner d'une façon régulière et demandez de votre chiropraticien que le service qu'il vous offre soit exactement le service plutôt qu'ils offrent à leurs patients, changez, trouvez-en un autre. Mais faites la décision comme j'ai fait. J'ai fait une erreur pendant des décennies, évidemment. Mais en 2004, j'ai choisi d'être membre d'un cabinet chiropratique. Évidemment, quand j'ai déménagé, j'ai dû trouver un autre cabinet. J'ai fait la même chose à Dallas, j'ai fait la même chose ici à Atlanta. Moi, je me fais examiner par un chiropraticien, même justement à 10 h ce matin, c'était mon rendez-vous aux 2 semaines. Mais quand je voyage beaucoup, si par hasard, si je tombe endormi dans un avion, quelque chose comme ça, puis je me réveille, je ne suis pas bien, je peux vous garantir que même si mon 2 semaines
n'a pas fini encore, direct, j'appelle, je fais un rendez-vous, je vais me faire examiner, je me fais ajuster quand c'est nécessaire. Alors, tu sais, je me fais ajuster probablement plus que 26 fois par année, mais j'ai au moins 26 rendez-vous maintenant. Parce qu'à tous les 2 semaines, j'ai un rendez-vous qui se répète. Et je vais me faire examiner par le même chiropraticien, puis il prend soin de moi comme j'étais un vrai patient. Alors, s'il y en a d'entre vous que vous n'avez pas votre chiropraticien favori qui prend soin de vous, je vous suggère fortement de faire un rendez-vous puis de devenir un membre dans une pratique pour faire l'expérience de la valeur de vous faire ajuster d'une façon régulière. Même si vous vous dites, « oh, ben, je suis très, très bien. » Je comprends. Très, très bien. Mais la chiropratique, mes amis, ce n'est pas juste pour des gens qui ont des symptômes. Parce que les symptômes arrivent beaucoup plus tard que le problème. Pour moi, c'est fonction, c'est performance. Je peux vous garantir, à mon âge, là, je suis performant à tous les niveaux. Il n'y a pas rien que Gilles Lamarche veut faire que Gilles Lamarche ne peut pas faire. Puis, je suis là d'une façon régulière. Mon message pour vous aujourd'hui, je me suis forcé à le faire en français. Léo m'avait dit, tu peux le faire en anglais si tu veux. J'ai dit non, non, vous méritez que j'essaie de le faire en français. Alors, j'espère que vous m'avez bien compris. J'ai fait certainement mon possible. Wow, On va des questions, Léo. C'était super, Gilles. Merci, surtout en français. Oui, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Moi, j'en ai encore des milliers, mais je vais vous laisser faire. Est-ce que vous avez des questions du coup? Sinon, c'est moi qui commence. Hein. Je regarde la chat box. Il y a quelques commentaires, mais pas de questions, je crois. Autrement, transcrit. Merci beaucoup. Super, merci. Merci beaucoup. Thanks a lot. Du coup, est-ce que tu peux nous parler du Rubicon un peu? Parce qu'on a eu la chance d'assister du coup en septembre. C'était extraordinaire. Ça parlait. Du coup, tu pourrais nous en parler un peu? Parler de quoi exactement, tu demandes? Du séminaire du Rubicon Group. Oh, le séminaire de Rubicon qui a eu lieu à Paris l'année dernière? Oui, exactement. Le groupe Rubicon, c'est un groupe. Les membres du Rubicon, c'est 6 écoles vitalistiques courantes, avec l'ajout prochainement d'une 7e, je crois, l'école vitalistique en Australie. Et présentement, c'est Nouvelle-Zélande, Life West en Californie, Life University ici à Marietta, l'école à Barcelone, l'école McTimoney en Angleterre, au United Kingdom, puis l'école à Dresden en Allemagne et la nouvelle école en Australie. Alors, c'est un groupe qui se rencontre d'une façon régulière, souvent par téléconférence, mais si vous voulez avoir de l'information sur Rubicon Group, vous allez à therubicongroup.org. Je peux même le taper ici. The Rubicon. Je pense que c'est ça le URL. RubiconGroup.org. Vous pouvez voir toutes sortes d'informations, mais c'est vraiment le but, c'est de continuer à épanouir l'éducation vitalistique pour la chiropratique. Alors, cette année, en 2019, évidemment, on est allé à Paris. En 2020, on est supposé d'être en Nouvelle-Zélande, mais maintenant, qui sait quoi? Comme je suis supposé être avec vous à l'automne, d'après moi, on devrait être bien pour aller voyager des États-Unis en France à l'automne, mais on ne sait pas encore. Hein? Mais le Rubicon, c'était vraiment ça. Il y avait des conférenciers internationaux qui ont parlé de la recherche parce qu'un des points très importants avec le Rubicon, c'est de partager, premièrement, de trouver les fonds pour faire de la recherche qui prouve l'aspect vitalistique de la chiropratique, puis aussi pour partager la recherche. Parce qu'on parle tout de evidence. Hein? L'évidence, c'est important d'avoir de l'évidence. L'évidence que moi, je vous partage,
de ma guérison, si vous voulez, c'est une anecdote. Hein? Au niveau de la science. Pour Gilles Lamarche, ce n'est pas une anecdote, c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu. Mais si je présentais cette histoire dans une conférence scientifique, il dirait, ben OK, on voit que tu es vivant, mais tu ne peux pas nous dire que c'est la chiropratique, c'est la correction des subluxations qui ont réussi. Ça doit être un miracle. Le miracle, c'est vraiment que chaque être humain a la capacité innée de guérir. Si on se coupe le doigt, ça va guérir. Hein? La coupure va saigner. Pourquoi? Parce que les cellules rouges peuvent être transformées en cellules de peau, cellules musculaires, cellules osseuses, etc. Mais il y a une certaine sagesse, une certaine intelligence qui donne cette occasion à cette guérison-là. Comme le processus de chemotaxe, je ne sais pas comment dire ça en français, mais quand tu as une fracture, hein, il y a quelque chose d'électrique des deux côtés. Il y a une force qui commence à être créée. Et alors, les cellules commencent à se coller une après l'autre. Puis tout à coup, 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines plus tard, là, c'est complètement reformé. Mais il y a une sagesse innée, une intelligence innée qui existe chez l'être humain. Puis c'est vraiment le but du groupe Rubicon. C'est d'amener l'aspect vitalistique chiropratique au monde entier pour la valeur que ça apporte à l'humanité. J'ai mentionné brièvement mon fils Christopher. Si vous allez à YouTube, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais allez à YouTube, puis mettez Dr. Gilles Lamarche, puis vous allez voir certaines vidéos. Il y en a une vidéo qui s'appelle Christopher's Story, l'histoire de Christopher. Vous allez comprendre l'histoire que je partage. C'est une histoire. Au niveau scientifique, c'est une anecdote. Mais quand vous écoutez ce que je vais partager pour mon fils qui a 35 ans, qui a sa vision des deux yeux qu'il n'avait pas à l'âge de 14 ans, ce n'est pas une anecdote. C'est la vérité qu'il a vécue. C'est la seule chose. C'est la seule interaction qui a eu lieu, qui a créé un changement dans sa vie à lui. Oui, je vous confirme, j'ai été voir la vidéo et elle est énorme, alors n'hésitez pas à aller la voir. Des fois, les gars, c'est dur à croire, hein? C'est difficile à croire. Oui, mais pourtant, mais c'est la réalité. J'ai juste partagé une vérité. Puis si mon fils avait l'occasion de vous rencontrer, vous partageriez la même chose. Ça fait déjà 21 ans qu'il y a eu cet accident-là. Ça va faire 21 ans au mois de juillet, le 1er juillet. Parce que c'est le 1er juillet 1999 qu'il y a eu cet accident-là. Puis aujourd'hui, il est complètement bien. 35 ans, marié, businessman, papa, une super belle vie. C'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Sinon, moi j'en ai aussi, c'est bon. Moi j'en aurais une. Ouais. Romain, moi, vas-y, Romain. J'ai une question aussi. Bonjour Gilles. Bonjour, merci Romain. pour ce partage. C'était vraiment intéressant que tu nous partages ce point de vue-là et ta vie aussi et dans la chiropratique. Comment ton cabinet à toi est organisé? Parce que tu as vu énormément de monde en très peu de temps. Comment tu as réussi à organiser ton cabinet pour recevoir ces gens-là? Et quelle était ta communication par rapport à ça? Si tu les gardais pas longtemps pour voir énormément de monde, comment tu as apporté cette vision à tes patients et quelle était la structure du coup de ton cabinet? OK, ça, c'est une très bonne question. Ça va prendre beaucoup de temps à répondre, mais je vais te donner les points saillants si tu veux. Première chose, c'est que j'ai éduqué mon équipe. Et mon équipe était avec moi, étaient les éducateurs de mes patients. Alors moi, j'avais un certain temps que je pouvais passer avec eux, mais mon équipe aussi faisait l'éducation, c'était continu. On a développé des processus, si tu veux, pour que ça aille bien. Les gens ne se sentaient jamais qu'on se dépêchait. Je me dépêchais jamais, mais c'était super organisé. Alors, par exemple, après que je ne passerai pas une partie de l'interaction du nouveau patient, c'était un tour de tout le bureau. Fait qu'une de mes assistantes leur donnait le tour pour leur faire comprendre, les mettre à l'aise, leur faire réaliser que la salle d'attente, ce n'était pas une salle d'attente, c'était une salle de réception, c'était un beau salon pour qu'ils soient à l'aise. Alors, on développait des façons qu'ils soient à l'aise dès le début. Alors, on développait des relations. Alors,
après que moi, je les avais vus pour la consultation, la première partie de l'examen était faite par mon assistante technique. Moi, je rentrais puis je faisais l'aspect chiropratique de l'examen. Puis, on donnait toujours une classe conférence une fois semaine. Je faisais aussi un rapport en groupe. Puis, disons que dans les lundi, mardi, par exemple, si j'aurais pu voir, comme dans le début de ma pratique, j'aurais pu voir comme 12 nouveaux patients dans 2 jours. Alors, je faisais un rapport de groupe, puis je faisais l'éducation générale de la chiropratique avec tous les gens ensemble. Puis après ça, j'en prenais un par un, où je démontrais ce qui se passait sur la radio, puis je faisais le rapport personnalisé. Mais il y avait aussi un rapport personnalisé écrit. Alors, il y avait l'occasion de lire le rapport personnalisé pour préparer des questions s'il y avait des questions une fois que j'avais donné le rapport verbal. Et ce qui arrivait, parce qu'on les préparait à ça, c'était très rare qu'il y avait des questions. Parce qu'on tentait de répondre à toutes les questions avant qu'il y ait des questions. Alors, les gens se sentaient très bien à l'aise. Une fois qu'après le premier ajustement, ça c'était une partie de l'éducation, j'aurais dit, Romain, tu vas remarquer qu'avant que je t'ajuste aujourd'hui, je t'ai demandé de prendre 3-4 grands respires pour te donner l'occasion d'être très bien relax sur la table, pour que ton corps soit dans une position de bien accepter l'ajustement pour que ton corps guérisse à son niveau optimum. Est-ce que tu as remarqué que je t'ai demandé de faire ça? La majorité des gens ont dit, ben oui, j'ai remarqué que tu as fait ça. Je dis, alors, quand tu vas revenir pour ton deuxième ajustement, Micheline va te rappeler que c'est important que tu fasses ça. Alors, tu vas rentrer dans la salle, tu vas te coucher, tu vas te préparer, tu vas enlever tes bijoux, tes chaînes, tu vas enlever tes clés, ton portefeuille de ta poche, tu vas enlever tes lunettes, tu vas te coucher sur le ventre, tu vas prendre 3-4 grands respires, donner l'occasion à ton corps d'être bien relax. Alors, quand je vais arriver pour t'examiner et livrer l'ajustement nécessaire, tu vas être prêt. Est-ce que ça fait du bon sens, ça? Les gens disent toujours, ça fait du bon sens, certain. Alors, quand j'entrais dans une salle, moi, là, le patient n'était pas assis là. J'avais pas besoin de passer du temps à dire OK, Romain, c'est le temps, enlève tes verres, s'il vous plaît. Certain que tu n'as pas de portefeuille, enlève tes clés de ta poche, Parce que ce que je leur disais, si je rentre dans la salle, puis tu n'es pas couché, puisque c'est extrêmement important que tu aies pris quelques minutes pour être très relax, je vais te rappeler de l'importance de te coucher, puis je vais te donner le temps de te reposer et je vais revenir plus tard. Hein? Dans la tête du patient, il dit « Ah, si je ne me prépare pas, ça veut dire qu'ils vont me faire attendre encore plus longtemps. » Alors, mon but, c'était que tu sois entré dans le bureau et sorti du bureau à l'intérieur de 20 minutes ou moins. Puis je leur demandais, si à chacun de tes rendez-vous, tu es rentré et sorti à l'intérieur de 20 minutes du temps de ton rendez-vous, est-ce que ça serait satisfaisant pour toi? Les gens disent, bien oui, certain. Alors, c'était très rare que les gens attendaient pour moi. S'ils attendaient un petit peu dans la salle de réception, ils placotaient avec mes assistantes, avec quelqu'un là, et après ça, on les amenait aux salles à l'arrière. J'avais 5 salles d'ajustement, moi. Je n'avais pas open concept, comme on dit, c'était même pas légal en Ontario dans le temps, mais j'avais 5 salles d'ajustement. Alors, je faisais le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si toi, Romain, tu avais été dans un, tu étais assis quand j'ai rentré dans la salle, je t'aurais rappelé de ce que je veux que tu fasses pour que toi, toujours le bénéfice, c'est à qui? Le bénéfice au patient. Le bénéfice à toi, si tu es bien relax quand j'entre, c'est que ton corps va être mieux préparé pour accepter un ajustement extraordinaire, pour te donner le bienfait maximum. Alors, si je rentrais et tu étais assis, je dirais, hey Romain, tu te rappelles? Ah, Doc, j'ai oublié. Je dis, bien, couche-toi sur le ventre, là, parce que ce qui est nécessaire, prépare-toi, je reviens bientôt. Là, j'allais à la salle 2, salle 3, salle 4, salle 5, là, je venais. Si Romain, tu n'avais pas été assis à visite 2 ou 3, là, tu peux être garanti la prochaine fois, tu étais déjà couché. Hein? Parce que tu dis, hey, tu m'as fait attendre 10 minutes d'extra. Oui, mon ami, c'est exactement ce qui est arrivé. Puis je laissais ça là. Alors, l'autre partie, c'est que quand je rentrais dans la salle, quand tu es couché, je rentre dans la salle, je mettais toujours ma main droite sur ton dos vers l'épaule gauche.
OK? Juste médial à ton scapula. Comment on dit ça en français, scapula? Ton omoplate. Ton omoplate. Juste médial à ton omoplate. Puis j'aurais dit, Romain, ça me fait donc plaisir de te voir aujourd'hui. Aussi simple que ça. Quelque chose comme ça. Pour connecter. Puis je mettais ma main sur le côté gauche pour connecter avec quoi? Connecter avec leur cœur, pour faire une connexion innée. Deux personnes ensemble. Puis je faisais ma palpation. Puis je faisais un moment d'éducation. Par exemple, ce qui me vient à l'idée présentement, là, je me rappelais d'avoir lu un article sur la substitution de l'Atlas qui pouvait avoir un effet sur les enfants et créer des coliques chez les enfants. Alors, j'aurais dit probablement dans toute cette journée-là, à chaque patient que j'aurais vu, j'aurais dit hey, je viens de lire un article, ça disait que la subluxation de l'Atlas peut affecter un enfant qui a des coliques. C'est une bonne chose que ton Atlas n'est pas subluxé aujourd'hui. Tu pourrais peut-être avoir des coliques. Tu sais, en riant avec eux autres, là, quelque chose comme ça. Puis, mais tout à coup, je me rappelle d'une madame plutôt âgée, une 80aine, elle me dit ouais, moi, j'ai pas de coliques, mais tu sais quoi? Ma petite fille, elle vient d'avoir un bébé, comme là, 3 mois, puis cet enfant-là ne dort pas pantoute. Ils ont dit qu'elle a des coliques, puis ils ont dit de faire ci, puis faire ça, puis changer la formule, etc. Tu penses-tu qu'elle devrait se faire examiner par un chiropraticien? Puis à la madame, j'ai dit, bien, qu'est-ce que vous pensez, vous, madame? Elle dit, bien, moi, je pense qu'elle devrait se faire examiner. Mais certain, je dis, moi, je pense la même chose. Est-ce qu'elle demeure ici à Timmins? Non, elle demeure je pense, à Montréal. J'ai dit, bien, si vous voulez me demander à votre petite fille si elle veut que je lui trouve un chiropraticien, ça me ferait plaisir de trouver le nom d'un chiropraticien que je connais puis vous donner le numéro de téléphone. Elle dit, oh oui, je vais faire ça. Puis évidemment, la grand-mère, elle a appelé, elle a dit, oui, elle voudrait avoir ça. On a appelé, on a donné le nom d'un chiropraticien qui pratiquait à Montréal, puis on est resté en communication. Puis évidemment, le bébé est allé voir le chiropraticien à Montréal. En dedans d'1 mois, le bébé n'avait aucune colique. La madame a dit, pourquoi personne n'avait dit ça avant? Alors moi, mon éducation, c'était vraiment comme ça, des petites tranches, ce que j'appelais, moi, table talk. Hein? Le placotage à la table, mais minimum, 30 à 60 secondes, c'était mon éducation, mais à chaque visite, je donnais un petit ingrédient d'éducation chiropratique. Quand j'irai vous voir, on pourra élaborer sur ça, là, mais pour essayer de rendre la réponse la plus courte possible, en général, c'est ce que je faisais, Romain. OK, merci beaucoup, Gilles. Et d'une question, on va dire, personnelle, est-ce que, par exemple, si la personne revenait te voir, je ne sais pas, 20, 30, 40 ou 50 fois, est-ce que chaque ajustement était un ajustement extraordinaire comme si c'était le premier, ou est-ce que toi, dans ta tête, tu avais une intention de structure envers cette personne? C'était toujours absolument extraordinaire pour moi parce que j'ai toujours voulu créer ce que j'appelle en anglais « the wow experience ». Je voulais que les gens sortent du bureau et disent « wow ». J'ai jamais eu un docteur qui a porté attention, that was paying attention, qui a porté attention à ce que je disais. Wow, l'ajustement était absolument extraordinaire. Parce que pour faire ça, il faut que tu te prépares. Alors moi, d'une façon mentale et de mon cœur, je dois me préparer pour être cette personne-là quand j'arrive à mon cabinet. Pour être à mon meilleur, toujours être à mon meilleur. Ça prend une certaine pratique. Ça ne prend pas une personne qui met son cadran pour se lever à 6 heures ou 7 heures, puis qui hit le snooze button 3-4 fois. Tout à coup, il va dire « Oh mon Dieu, je vais être en retard pour mon cabinet, je dois me dépêcher. » Moi, j'avais au moins 1 heure à tous les matins, puis je le fais encore aujourd'hui, où je prenais le temps de me préparer. Physique, mental, spirituel, pour être à mon meilleur, pour être capable de livrer le meilleur service possible pour chaque personne qui me donnait l'honneur de mettre mes mains sur leur colonne vertébrale. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est magnifique. Merci beaucoup. Autre question? Gênez-vous pas. Moi, j'en aurais une, si personne veut d'autre parler. D'abord, merci, parce que c'était vraiment inspirant et ça fait beaucoup de bien.
Et ma deuxième question, c'est pour savoir, ma question en fait, c'est pour savoir un peu le climat chiropratique, disons, en Géorgie. Est-ce que là-bas c'est accepté? Est-ce que les patients sont habiles pour venir? Tout ça, voilà, c'est ma question. OK. Mon épouse, même dans le temps de COVID-19, mon épouse, elle pratique encore, elle, parce qu'en Géorgie, on dit que la chiropratique, c'était un service nécessaire. Durant le week-end, j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, ta pratique durant la semaine, ça a été comment? Elle dit, aussi bien que le cas de semaine. Elle dit, absolument rien qui a changé pour moi. Mais je peux dire que le climat chiropratique, durant ces temps, dans les bureaux, dans les cabinets où les chiropraticiens n'ont pas pris le temps d'éduquer leurs patients, pardon, leur volume est baissé de 80% ou plus. Mon fils pratique à Chicago. Il me dit, je fais une bonne job à éduquer mes patients, mais pas une job fantastique à éduquer mes patients. Alors, lui, son cabinet est 30, 35, 40% plus bas que son normal, qui est quand même assez bien, là. Mais on reconnaît que quand on prend le temps d'éduquer les gens et d'être 100% honnête, authentique avec eux tout le temps, les gens qui veulent être là, veulent être là. Et ma femme a dit, les patients appellent, ils disent, je suis donc content de savoir que tu es ouverte. Je sais que quand je me fais ajuster, je me sens donc mieux. Alors, si je suis content, je voudrais garder mon rendez-vous. Est-ce que je peux faire un rendez-vous, etc. Puis c'est les réactions que j'ai eues depuis les dernières 4 semaines. J'ai parlé à peut-être 300 ou plus de chiropraticiens, like one-on-one, des conversations personnelles avec eux. Puis c'est les résultats, c'est pas scientifique là, ce que je partage, mais en général, c'est les résultats que je vois. Ceux qui sont dans un domaine, un concept plus réhabilitation, quand ce soit des gens qui ont été blessés par accident, d'auto, etc., leur volume de pratique est baissé de 80% ou plus. Les chiropraticiens qui sont vitalistiques, qui enseignent le vitalisme à leurs patients, leur niveau de pratique ne sont pas baissés beaucoup. Il y a des gens qui décident de ne pas y aller parce qu'ils n'ont pas pareil. Je comprends, c'est quand même... faut suivre ce que les gens veulent avoir. Alors, mais leur volume de pratique n'est pas baissé beaucoup. Il y en a de mes amis qui me disent leur niveau n'est pas baissé du tout, du tout, du tout. Alors, mais ça, je ne sais pas si ta question c'était au niveau du climat suite à COVID-19, mais le climat chiropratique en général, c'est ça aux États-Unis, au Canada, comme je dis avec les gens avec qui moi j'ai interagi, c'est que ceux qui sont dédiés à éduquer leurs patients ont des pratiques extraordinaires. Moi, ma pratique dans une ville de 43 000 personnes, j'étais le 9e chiropratien arrivé en dedans d'1 an. J'avais la plus grosse pratique en ville. Puis plus grosse par... Le prochain, il voyait peut-être 300 patients de moins par semaine que moi. Puis la seule différence que je faisais, moi, c'est que je les éduquais. Je disais, c'est ça la chiropratique. Si ce n'est pas ça que vous voulez avoir, c'est correct. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez ici. Mais nous, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que je disais au début, puis moi, je commençais mon éducation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je commence mon éducation, moi, au premier rendez-vous. Right? Je me présente, je les remercie, je leur demande s'ils peuvent me donner l'occasion de leur expliquer comment on travaille dans mon bureau. Puis s'ils disent, c'est pas ça que je veux avoir, je dis, c'est très bien, c'est pas nécessaire que vous acceptez ça. C'est ce qu'on fait ici, vous pouvez aller ailleurs, je peux vous référer ailleurs, pas de problème du tout. J'étais toujours prêt, moi, à référer un patient chez un collègue si la personne disait, bien, moi, je veux juste venir quand j'ai mal dans mon dos, je veux venir. Si j'ai pas mal dans mon dos, je ne veux pas venir. Moi, je dirais, bien, je comprends. Si c'est ça que vous voulez avoir, ce n'est pas le bon bureau. Parce que moi, oui, je veux vous aider à être hors de douleur, mais je voudrais aussi vous aider à retrouver votre fonction et la performance au niveau que vous voulez performer. Et si ce n'est pas dans votre intérêt, je préfère de vous envoyer chez tel. Où eux, leur focus, c'est sur la douleur. Parce que moi, mon focus, c'est sur la fonction pour que vous puissiez rétablir votre santé.
J'ai dit, parce que ce qui va arriver, c'est que je vais prendre soin de vous. Vous allez avoir 3-4 ajustements. Je vais dire, ah, mon dos, ça va bien. Puis là, vous allez retourner à votre bureau, vous allez tourner à votre bouffe. Puis, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 3 mois plus tard, le problème va revenir. Peut-être vous allez m'appeler, peut-être vous appellerez pas. Mais si vous appelez, vous allez venir encore, vous allez vouloir la même chose. Je vais vous ajuster quelques fois, vous allez vous sentir bien, vous allez retourner à faire ce que vous faites, à votre boulot. Puis tout à coup, les gens vont dire, hey, ça fait comme 3-4 fois que tu as ça dans les derniers 3-4 mois. Ton docteur, il n'est pas vraiment bon. Je dis, alors, ma réputation dépend des résultats que j'ai avec vous. Alors, moi, je vais avoir des bons résultats avec vous. Pour vous, mais aussi pour ma réputation. Alors, ça me fait plaisir de vous envoyer ailleurs, si ça vous voulez avoir. Puis, j'étais jamais brusque, j'étais jamais négatif avec les gens, toujours super positif avec les gens. Puis, souvent, les gens disaient, sais-tu quoi? Ça a du bon sens, ça. Parce que, après ça, ils me disaient, je suis déjà allé, il y a un monsieur Daniel qui me vient à l'idée, son épouse, elle disait toujours, j'aimerais donc que Daniel vienne te voir. Elle dit, ça fait comme 3-4 ans, là. Elle dit, il y a des épisodes aigus de douleur de lombaire, là. C'est ridicule. Elle dit, déjà, ça arrivait comme 2-3 fois par année. Maintenant, ça arrive à tous les mois. Puis il va chez le chiro, il se fait ajouter 3-4 fois, puis ça va bien. Puis il revient, il dit, oh, je me sens donc mieux là. Puis elle dit, le mois prochain, c'est la même chose. Elle dit, ça revient toujours. Puis elle dit, j'ai dit, viens donc voir Gilles, viens voir mon chiro, viens voir mon chiro. Il travaille différemment. Puis le chiro qu'il allait voir, c'est un chiro extraordinaire. Un bon ajusteur, un gars. Au niveau technique, là, le gars était extraordinaire. Mais aussitôt que son patient n'avait pas de douleur, il disait, c'est pas nécessaire que tu viennes me voir. Tu n'as pas de douleur, tu viendras quand tu as mal encore. Alors, ce qu'on a découvert, parce que Daniel, finalement, est venu me voir, moi, la dernière question que je demandais dans une consultation, après avoir ramassé toute l'information que je voulais savoir de la personne, je dirais, okay, dis-moi en terminant notre consultation, qu'est-ce qui est la chose que tu aimerais donc être capable de faire que tu ne peux pas faire? Puis Daniel lui dit, j'aimerais donc être capable de jouer au hockey encore un jour, mais je sais que ça ne sera jamais possible. Je dis, OK, on va voir si c'est possible. Alors, après avoir fait l'examen, j'ai donné mes meilleures recommandations, j'ai donné le protocole que d'après moi, il devrait suivre. Il dit, wow, il dit, ben, tu vas voir c'est le chiro là-bas, il dit 3-4 fois, puis ça va bien. Il dit, soit tu me dis, je devrais venir comme 3 fois par semaine pendant comme 12 semaines, J'ai dit, Daniel, tu viens de donner ton histoire. Ça fait 3 ans que tu as peut-être 3 bonnes semaines par mois. Tu as toujours une semaine qui va comme horriblement. J'ai dit, est-ce que tu veux être bien et retourner à jouer au hockey? Il dit, oui, mais je ne pense pas que ce serait possible. J'ai dit, basé sur ce que j'ai découvert avec toi, sur l'examen qu'on a fait, sur ce qu'on voit sur tes radios, c'est possible. Tu as 40 ans. Ta vie n'est pas finie. Alors, Daniel a décidé de suivre ce que je lui recommandais. Puis évidemment, 6 mois plus tard, l'hiver approchait. Il dit, hey Gilles, je suis prêt à jouer au hockey. Il retourne à jouer au hockey. C'était important pour lui. C'était la chose la plus importante pour lui. Il voulait faire qu'il pensait qu'il n'aurait jamais été capable de faire. Alors, parce que j'ai osé de dire, tu peux choisir ça. Si tu choisis ça, tu restes avec ton chiro. Si tu choisis ce que je te propose, tu viens avec moi. Aussi simple que ça. Puis on a réussi, parce qu'on jouait que c'était possible de réussir. Parce qu'il était vraiment, il était pour se dédier à devenir bien encore. Parce que j'ai mis la possibilité dans la tête qu'il pourrait rejouer. Right? I gave him hope. Comment on dit ça en français, hope? L'espoir. Oui, c'est L'espoir, c'est ça. J'ai donné l'espoir. Puis la minute qu'il y avait de l'espoir, là, il a décidé de suivre. Puis en dedans de 3-4 semaines, il disait, wow, le mois est passé, j'ai pas eu un épisode aigu. Wow, c'est cool. 2e mois, j'ai pas eu d'épisode aigu, ça fait comme 2 mois. 3e mois, encore la même chose. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu penses que ce qu'on fait? Penses-tu que ça fonctionne? Est-ce que ton corps est capable de guérir ce qui se passe? Il dit, ben oui, évidemment, ça fait 3 mois que j'ai pas eu d'épisode aigu. Ça faisait 3 ans que j'avais un épisode aigu à tous les mois. Je dis, alors, tu as pris un différent choix. Alors, tu vas avoir un résultat différent. Comme ça. Est-ce que, Gilles, tu faisais des lectures des Green Books de BJ Palmer? Est-ce que tu prenais certaines strophes et tu éduquais tes patients avec des lectures
ou c'est juste ça venait de toi, de ton inspiration personnelle par rapport à la philo-chiro? Ça venait de moi, mais moi, je passe 5 minutes à peu près à tous les jours avec un Green Book. J'en prends un comme je suis dans mon bureau ici à live présentement, là. J'en ai peut-être 7-8 ici. Les autres, j'ai la série complète. Les autres, je les ai à la maison. Alors, moi, je m'inspire de ça, mais j'ai jamais pris les mots de B.J. Palmer puis essayé d'inspirer les gens. Je voulais que ça soit très personnel, que ce soit des expériences personnelles avec moi. Alors, je partageais des expériences personnelles, mais ce qui m'inspire, moi, c'est de comprendre la philosophie chiropratique. Voilà le lien entre moi et ce que je transférais à mes patients. Évidemment, il y avait des événements que je lisais dans les livres que j'apportais avec moi parce que c'est devenu la personne que j'étais ou la personne que je suis plutôt. Ok, merci beaucoup. Bienvenue. Brandon. Bon, on va Bonsoir, Gilles. faire une dernière question. Je Après, vais on va s'arrêter. faire la dernière question. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour l'histoire que tu nous as racontée. Je suis un peu stressé, désolé. Je voudrais te demander, est-ce que tu penses que la chiropraxie peut agir sur tout le monde? C'est une question un peu idiote, je pense, pour toi, mais je voudrais connaître ta réponse. Ma réponse courte, c'est oui. Si une personne a une subluxation, est-ce qu'ils sont mieux sans subluxation ou avec subluxation? Ma réponse. Et la réponse pour moi, c'est, Raphaël, ma réponse, c'est évidemment, tout le monde est mieux sans subluxation. Alors, la chiropratique, pour moi, c'est bon pour n'importe qui. Je veux dire, moi, ils m'ont dit, ils m'avaient dit que je n'étais pas mourir en 2005. OK? Mon fils, on m'a dit qu'il va être aveugle dans ses 2 yeux pour le restant de sa vie. Je n'ai pas ajouté Christopher parce que je pensais que ça lui donnait sa vision. J'ai ajouté Christopher pour garder son système nerveux au niveau de fonction optimale pour que son corps guérisse le mieux possible. Alors, je dis toujours aux gens, la chiropratie, ça ne guérit pas personne. Toi, tu peux guérir quand il n'y a pas d'interférence. Le but de moi, comme chiropracteur, c'est de rechercher et de découvrir s'il y a une interférence entre la communication qui doit avoir lieu à partir du cerveau avec le restant du corps. S'il y a une interférence quelconque, mon but à moi, c'est de la découvrir et de faire ce que je peux pour corriger l'interférence et donner l'occasion à ton corps de fonctionner comme ton corps a été créé. Fais-tu du bon sens, Raphaël? Ouais, c'est des bons sens. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon, parfait. Merci beaucoup, Gilles. C'était super. Vraiment, merci du partage. Alors, est-ce que vous seriez chaud à venir faire si Gilles venait à Toulouse un séminaire? Parce qu'avec Léo, on est trop chaud pour que Gilles vienne, en tout cas, pour partager encore plus, pour faire plus de philo-chiro, nous partager plus ce qu'il a vécu et tout ça. Est-ce que vous serez chaud? Ok, cool. Je vois quelques réponses dans les. On s'en va avoir beaucoup de oui. Puis vous pouvez vous imaginer, si je passais une journée complète avec vous, là, ça va être la journée complète. Hein. Ça ne sera pas juste une conférence de 6, 7, 8 heures. Là. Ça va être aussi longtemps que vous voulez être réveillé. Parce que moi, je fais ça parce que, comme je dis, ça fait 41 ans que je suis chiropraticien. Je vois qu'on doit donner la relève. Je veux que les gens voient la possibilité de ce qui existe. Et alors, je me rends vraiment serviteur à l'humanité. Puis ce que je connais le mieux dans ma vie, moi, c'est la chiropratie. Alors, je la partage avec tout le monde avec qui je peux la partager. Évidemment, la partager avec vous, des étudiants en chiropratie, c'est important. Parce que si la flamme ne brûle pas d'une façon brillante encore, et j'ai l'occasion de vous aider à la faire briller de plus en plus, moi, je vais être un homme heureux. Je suis toujours heureux, mais être encore plus heureux. Ok, c'est génial. Bon, du coup, on va essayer d'organiser ça. On vous tiendra au courant avec Léo. Sinon, donc, du coup, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci à ceux qui ont activé la caméra aussi. Ça fait vraiment plaisir de vous voir directement plutôt que de juste savoir qu'il y a des gens qui regardent.
Merci à ceux qui ont posé des questions, évidemment, ça fait vivre encore plus la chose. Et avec Léon, je voulais vous annoncer que dans le 30 avril, donc dans 10 jours, on va faire une conférence comme ça aussi avec Charles Leroux. Donc, tu le connais bien, Gilles? J'ai été son mentor à Charles. Il nous a raconté quand on l'a appelé la dernière fois. Charles, c'est un gars absolument extraordinaire. Je suis assez fier de voir où il est rendu à comparer où il était quand il m'a demandé de partager l'information et d'être son mentor. Dans les années, ça doit faire une dizaine d'années au moins ça, peut-être plus encore. Il débutait. Je l'ai rencontré comme étudiant, il débutait sa pratique quand j'étais son mentor pendant quelques années. Puis parfois, il m'envoie des messages, il dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? » Un gars absolument extraordinaire. Vous allez vraiment aimer Charles. Puis lui, il parle français à tous les jours. Donc, pour l'inscription à cette conférence, il y aura encore 100 places, comme Gilles. Et inscrivez-vous que si vous êtes sûr de venir pour éviter les... Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Tu as quelque chose d'autre à dire, Léo? Merci beaucoup à tous d'être là. C'était vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, Gilles. J'ai beaucoup appris. J'ai pris 5 pages de notes. C'était énorme. Merci beaucoup, en tout cas. Et on se voit bientôt pour un grand séminaire en France. Absolument. J'ai hâte de vous voir face à face. Puis ça me fait plaisir de passer ces 90 minutes ou plus avec vous. Oui, merci. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Gilles. Bienvenue. Plaisir. There's so many things that I love to share with people. Let neither support or challenge interfere with pursuit of mission. For in fact, you need both to obtain your destiny.